Bonjour à toutes et tous. Je suis Frédéric Marion, je suis président de l'association Envirobat Grand Est Arcade LQE. Bienvenue pour cette conférence sur les nanoparticules et les nanomatériaux, enjeux et risques pour la santé dans le secteur du bâtiment. Euh, Avant de commencer, toutefois, je vais vous présenter en quelques mots le réseau Envirobat Grand Est. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes un réseau basé sur différents pôles, Nancy, Saint-Dizier, Reims et Strasbourg, avec l'association de plusieurs centres de ressources locaux. L'objectif d'Envirobat Grand Est, Arcade LQE, a un objectif et des actions, c'est promouvoir la construction et l'aménagement durable, c'est favoriser le travailler ensemble. Ça, c'est difficile en ce moment, mais on y essaye, on y arrive et on met à disposition un centre de ressources. Nous organisons régulièrement des conférences, des visites de sites ouverts à toutes et tous. Nous produisons et diffusons de la documentation sur diverses thématiques. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à utiliser nos ressources, notre aide. Si vous avez un problème, venez nous voir. Allez sur notre site internet, Envirobat Grand Est, et inscrivez-vous à notre newsletter qui vous informera de tous les événements qui peuvent se passer, organisés par nous ou par d'autres. Si vous avez vous-même des événements à promouvoir sur la qualité environnementale, n'hésitez pas. Vous pouvez éventuellement aussi visiter nos pages Facebook, LinkedIn, pour vous tenir informé de toutes nos actualités. Et lorsqu'on s'intéresse un tant soit peu à la dimension environnementale du bâtiment, c'est-à-dire en fait lorsqu'on considère qu'une construction, en plus d'être un assemblage de matériaux divers, peut aussi être habitée par des êtres humains, le tout considéré comme étant en interaction au sein d'un écosystème planétaire limité et global, et qu'on considère comme un paramètre éventuellement à prendre en compte qu'il faut assurer la pérennité du tout, c'est-à-dire de l'espèce humaine, de la biodiversité, de l'écosystème planétaire et de la construction. En fait, lorsqu'on s'intéresse à ces thématiques, on découvre entre autres que notre univers est peuplé et empli, notre espace de vie est empli de trucs un peu étranges, invisibles, très petits, avec des noms généralement très compliqués, comme les composés organiques volatiles, le benzène, le monoxyde de carbone, le naphthalène, le triclohéthylène, le tétrachloroéthylène, les formaldéhydes, les oxydes d'azote, les benzopyrènes, les radons, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les particules fines, les PM10, les PM2,5 ou les PM1, plus difficile à trouver, et les PUF, particules ultra fines. Nous avons aussi les virus, dont bien sûr on connaît la star du moment, le SARS-CoV-2. Nous avons les rickettsia, les chlamydiae, les protozoaires, de nombreux champignons, des bactéries pathogènes, sans oublier les fibres, avec cette autre star, l'amiante. À noter que les laines minérales ont heureusement été reclassées par le Centre international de recherche sur le cancer en octobre 2001 dans le groupe 3, c'est-à-dire une catégorie qui comprend essentiellement les agents, les mélanges et les circonstances d'exposition pour lesquelles les indications de cancérogénicité sont insuffisantes chez l'homme et limitées chez l'animal en laboratoire. On voilà rassuré, donc on n'a pas de preuve de quoi que ce soit. Donc tout va bien et ceci dit, si vous faites une rénovation de courbe, vous mettez quand même un masque, c'est préconisé, on en trouve assez facilement maintenant. Donc dans ce contexte de prolifération plus ou moins délétère d'éléments chimiques, organiques et physiques, plus ou moins concernés par des dispositions normatives, réglementaires, et dans le cadre de nos actions, qui visent à développer le plus large éventail possible de connaissances sur la qualité environnementale du bâti, nous proposons aujourd'hui cette conférence en ligne sur les nanoparticules et nanomatériaux. Et nous remercions Myriam Rico, ingénieure chimiste de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, d'être aujourd'hui avec nous pour nous parler de cette thématique.
sur le côté technique de cette conférence. Merci de couper, comme à l'habitude, désormais vos micros pour le confort de tous. Et pour information, cette vidéo est enregistrée. Elle sera visionnable en replay sur la chaîne YouTube. Merci donc d'éteindre vos caméras si vous souhaitez ne pas être vu. Donc, vous pourrez poser des questions tout au long de la conférence grâce au chat en ligne auquel vous pouvez accéder en cliquant sur l'icône en bas de l'écran. Et lorsque vous posez une question, merci de préciser ce à quoi réfère votre question pour être bien sûr de pouvoir répondre correctement à la question à la fin de l'intervention. Et donc, alors, peut-on toujours dire small is beautiful ou concepti c'est gentil? Je donne la parole à Madame Rico pour ses réponses. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama pour débuter? On le voit bien, merci. Très bien, parfait. Donc, rebonjour, donc je me nomme en effet Myriam Rico, je travaille au sein du département expertise et conseil technique de l'Institut national de recherche et de sécurité. Donc, au sein de l'INRS, je m'occupe plus particulièrement de la prévention des risques chimiques et notamment des risques chimiques émergents, donc par exemple les nanomatériaux ou encore les perturbateurs endocriniens. Donc, la conférence de cet après-midi porte sur les enjeux et les risques des nanomatériaux dans le secteur du bâtiment. Donc, ma présentation s'articule autour de 4 points. Je vous définirai tout d'abord ce qu'on entend par nanomatériaux. J'aborderai ensuite les expositions professionnelles en entreprise. Je parlerai brièvement ensuite du contexte réglementaire, que ce soit au niveau français, mais également européen. Et puis, je développerai plus particulièrement la démarche de prévention et les moyens de protection collective et individuelle qu'il est recommandé de mettre en œuvre donc, sur le terrain. Donc, le nanomètre, en fait, vient, en tout cas, le terme nano vient du grec nanos, qui signifie nain. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, un nanomètre équivaut à 10-9 mètres, soit un milliardième de mètre. Donc, nous sommes vraiment dans le monde de l'infiniment petit, de l'invisible. J'ai également tendance à dire, pour vous donner un autre ordre de grandeur, que le nanomètre est au mètre, ce qu'un pamplemousse ou une grosse orange est à la terre. Donc, vraiment, nous sommes dans l'infiniment petit. Donc, la recherche d'une définition commune pour le terme nanomatériaux suscite depuis de nombreuses années, environ 15 ans, de vifs débats, que ce soit au niveau des scientifiques, des politiques, ainsi que de la société civile. Donc, il existe ainsi plusieurs définitions du terme nanomatériaux qui ont été établies par divers organismes et instances, tels que la Commission européenne, l'Organisation internationale de normalisation ou encore l'Organisation de coopération et développement économique. Donc, ces définitions ont pour certaines été reprises dans des réglementations, voire des législations sectorielles. Donc, l'ISO fut le premier organisme au niveau international à établir en 2008 une première définition que vous pouvez retrouver dans le document normatif référencé ISO TS 80004-1. Ensuite, en fait, la Commission européenne s'illustre quelques années plus tard, en 2011, par sa volonté de n'obtenir qu'une seule et même définition, au moins au niveau européen, et ainsi elle propose une définition dans le cadre d'une recommandation. Et donc, qu'est-ce que dit cette recommandation? Donc, pour la Commission européenne, un nanomatériau, c'est un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé, qui contient des particules libres, donc des particules unitaires, individuelles, ou des particules qu'on peut retrouver sous forme d'agrégats ou d'agglomérats, donc des structures un peu plus grossières, qui sont composées de plusieurs particules, et dont au moins 50% des particules dans la répartition numérique par taille présentent une ou plusieurs dimensions externes situant entre 1 et 100 nanomètres. Donc, ce critère de taille est important. C'est un critère de taille que vous retrouvez également dans la plupart des autres définitions qui ont été proposées, par exemple également dans celle qui a été recommandée par l'ISO. La Commission européenne indique également un second paramètre. Ainsi, donc pour la Commission européenne, tout matériau est à considérer comme nanomatériau dès lors qu'il présente une surface spécifique en volume, donc une surface développée supérieure à 60 mètres carrés par centimètre cube. Donc, les deux paramètres
à bien retenir, en fait, c'est les paramètres de taille et les paramètres de surface spécifique, de surface développée. C'est ce qui atteste qu'on est en présence ou pas d'un nanomatériau. Ainsi, donc, on peut distinguer deux origines possibles aux nanomatériaux. Donc, tout d'abord, donc, les nanomatériaux naturels. Donc, on sait par exemple que les particules qui composent les fumées issues des éruptions volcaniques ou des feux de forêt ont une taille nanométrique. On l'a dit également précédemment, donc la plupart des virus, et donc on est en plein dans l'actualité, ont une taille nanométrique. Et puis une deuxième famille, donc les nanomatériaux générés par l'homme, donc nanomatériaux anthropogéniques. Et là, on peut distinguer deux sous-catégories, donc les nanomatériaux générés par l'homme de façon non intentionnelle ou accidentelle. Donc on parlera plutôt là de particules ultra fines, hein, c'est le terme qu'on rencontre plutôt dans la littérature. Donc c'est par exemple les émissions de moteurs. Les particules qui composent les fumées de soudage et de coupage des métaux ont une taille nanométrique, ainsi que les particules qui composent les fumées issues des travaux de bitumage et d'asphaltage. Et puis, en fait, deuxième sous-catégorie, donc les nanomatériaux générés par l'homme de façon intentionnelle. Donc là, on parlera de nanomatériaux manufacturés. Donc, c'est par exemple les nanoparticules de dioxyde de titane, d'argent ou de silice amorphe. Les nanotubes, donc ce sont des objets longilignes qui ont un diamètre inférieur à 100 nanomètres. C'est par exemple les nanotubes de carbone ou les nanotubes de bore. Ensuite, les nanofeuillets, donc ce sont des feuillets qui ont un diamètre inférieur à 100 nanomètres. C'est par exemple les nanofeuillets d'argile. Et enfin, les nanocomposites. Donc, c'est par exemple des plastiques dans lesquels on incorpore des nanoparticules de dioxyde de titane ou encore des nanotubes de carbone. Donc, mon intervention de ce jour porte à la fois sur les nanomatériaux qu'on dit accidentels, ainsi que sur les nanomatériaux manufacturés. Donc, on peut rencontrer dans le secteur du bâtiment à la fois les particules ultra fines et les nanomatériaux manufacturés. En entreprise, on peut ainsi rencontrer deux types d'expositions professionnelles. Donc, tout d'abord, une exposition liée à des procédés dont la finalité n'est pas la production de nanomatériaux, mais dans la mise en œuvre en génère. Donc, c'est la production de particules ultra fines. C'est, comme je l'ai dit précédemment, notamment certains procédés thermiques et mécaniques qui peuvent générer des particules ultra fines, ainsi que certaines combustions. Et puis, deuxième type d'exposition, c'est une exposition liée à la production, à l'utilisation intentionnelle de nanomatériaux en vue de propriétés nouvelles. Donc, c'est l'utilisation, la mise en œuvre de nanomatériaux manufacturés. Donc, toujours au niveau des expositions professionnelles, bien que les expositions donc, aux nanomatériaux concernent l'ensemble de la population, les premières et les plus fortes expositions sont attendues en milieu professionnel. En effet, les quantités produites, utilisées ou émises sont plus importantes et les nanomatériaux peuvent se présenter sous de multiples formes. Donc, les nanomatériaux, on le verra par la suite, sont fabriqués, émis ou utilisés dans de très nombreux secteurs d'activité, impliquant par là des situations d'exposition nombreuses et variées. On s'est rendu compte que pour des raisons essentiellement concurrentielles, les entreprises concernées sont généralement discrètes et peu enclines à communiquer sur le sujet, notamment lorsqu'il est question de nanomatériaux manufacturés. Donc, c'est la raison pour laquelle les études publiées sur les expositions professionnelles aux nanomatériaux demeurent limitées, notamment les études qui portent sur les expositions professionnelles aux nanomatériaux manufacturés. Néanmoins, je vous invite à consulter une base de données qui s'appelle Evalutil. Donc, c'est une base de données qui existe depuis de très nombreuses années. Donc, au départ, cette base, en fait, s'intéressait particulièrement aux fibres d'amiante et aux fibres minérales artificielles. Et puis, il y a une petite dizaine d'années, ils ont étendu, en fait, cette base aux particules nanométriques. Et donc, vous retrouvez, en fait, sur ce site Evalutil, de très nombreuses publications dans lesquelles vous pouvez trouver des données d'exposition aux particules ultra fines et aux nanomatériaux manufacturés. Donc, je l'ai dit précédemment, il y a de très nombreux secteurs d'activité qui sont concernés par les nanomatériaux, qu'ils soient manufacturés ou accidentels. Donc, la chimie et la plasturgie, en fait, c'est le secteur en France qui produit en fait les nanomatériaux et qui les utilise également. Hein. On incorpore donc ces nanomatériaux manufacturés, par exemple, dans les peintures, les enduits, les encres. L'électronique et les communications, où il y a un souci constant du miniaturiser en fait les systèmes.
Ils utilisent également régulièrement les nanotechnologies et les nanomatériaux. Le domaine des cosmétiques, on en a tous entendu parler, hein, avec les filtres anti-UV, donc avec le dioxyde de titane, mais également avec des nanomatériaux comme le dioxyde de fer ou les oxydes d'aluminium. La métallurgie, l'extraction minière, l'automobile, où on incorpore des nanomatériaux manufacturés notamment dans les pneumatiques, les peintures, les pots catalytiques. Le domaine de l'agroalimentaire, où les nanomatériaux manufacturés sont principalement utilisés comme additifs, hein, anti-agglomérants, comme colorants. L'aéronautique, la santé, la pharmacie. Et puis, ce qui vous concerne plus particulièrement dans le secteur du bâtiment, je vais revenir par la suite, où on est à la fois potentiellement exposé aux particules ultrafines et également aux nanomatériaux manufacturés. Je vais y revenir tout de suite. Donc, justement, pour revenir sur les expositions professionnelles aux nanomatériaux manufacturés, un point qui me semble important concernant ces nanomatériaux manufacturés, c'est vraiment qu'il faut prendre en compte tout leur cycle de vie, en fait, hein, depuis leur fabrication jusqu'à leur fin de vie. Et donc, les salariés peuvent être exposés à ces nanomatériaux manufacturés depuis les étapes de R&D, en passant par donc, la production, l'utilisation, le conditionnement, le stockage, le transport, la maintenance également, la maintenance et l'entretien des installations, le démantèlement des structures, le traitement des déchets, et puis on n'est pas à l'abri d'un fonctionnement dégradé. Donc, toutes ces étapes peuvent exposer les salariés donc, aux nanomatériaux manufacturés en entreprise. Et donc, justement, dans le secteur du bâtiment, on peut rencontrer ces nanomatériaux manufacturés dans différents produits, notamment dans les bétons. On peut rencontrer du dioxyde de titane, de l'argile, des nanotubes de carbone. Donc, ici, vous avez un tableau qui dresse une liste qui n'est pas une liste exhaustive d'applications dans lesquelles on peut rencontrer les nanomatériaux. Et j'ai mis également en parallèle donc, les propriétés qu'apportent ces nanomatériaux dans ces produits. Donc, par exemple, on incorpore du dioxyde de titane dans les bétons pour les propriétés auto-nettoyantes et de dépollution qu'apporte le dioxyde de titane. Également, on peut incorporer de l'argile dans les revêtements pour le bois, par exemple, pour les propriétés anti-décolorants. Donc, vous voyez ici, vous avez une liste de ces nanomatériaux. On retrouve très fréquemment le dioxyde de titane, hein, notamment pour ses propriétés auto-nettoyantes et des pollutions. Également, le noir de carbone pour le fait que c'est un pigment et qui colore, en fait. Et puis, différents oxydes métalliques, hein, oxyde de zinc, d'aluminium, etc. Maintenant, pour parler des expositions professionnelles aux particules ultrafines, donc ici également, vous avez une liste qui n'est pas exhaustive, qui est issue donc, de la base de données évaluative dont je vous ai parlé précédemment, et donc qui dresse toute une liste en fait, de procédés thermiques, mécaniques, de combustion qui peuvent générer donc, des particules nanométriques. On a parlé précédemment du soudage et du coupage de métaux, également le brasage fort, certaines combustions, le bitumage et l'asphaltage, les procédés de fabrication additive qui montent vraiment en puissance depuis 3-4 ans, hein, ce qu'on appelle également l'impression 3D, donc que ce soit la fabrication additive métallique ou plastique. Hein, donc là, on peut générer donc, des particules nanométriques. Et donc voilà, je vous invite à consulter cette base de données évaluative où vous trouverez en fait tous les procédés qui peuvent générer des particules nanométriques et vous trouverez en parallèle des données d'exposition à ces particules nanométriques en fonction donc, des procédés mis en œuvre. Donc, au niveau maintenant du contexte réglementaire, donc j'en ai terminé avec les expositions professionnelles. Donc, il faut savoir qu'actuellement, il n'existe pas dans le Code du travail de texte spécifique applicable aux nanomatériaux. Néanmoins, il n'y a pas de vide réglementaire. Hein. Les nanomatériaux, ce sont des agents chimiques. Donc, dès lors qu'on est en présence de nanomatériaux, on applique les règles générales de prévention du risque chimique hein, pour protéger les salariés. Par ailleurs, dès lors qu'un matériau sous forme micrométrique est classé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, le même matériau sous forme nanométrique devra être considéré comme tel et on adoptera donc les règles particulières de prévention donc, qui sont définies pour les CMR de catégorie 1A et 1B. Donc, il y a quelques années, le ministère du Travail en fait, avait émis en fait, une note. À la base, ce devait être une circulaire en fait, pour ces services déconcentrés, donc les inspecteurs du travail et les ingénieurs de prévention donc, en région.
Et donc, dans cette note, en fait, qui était destinée donc, à ces inspecteurs du travail et ingénieurs de prévention, il était fait état donc, des mesures de prévention qu'il convenait de mettre en place pour protéger la santé des salariés aux nanomatériaux. Et donc, il est prévu que cette note, en fait, soit remise à jour et qu'une circulaire, en fait, soit publiée d'ici quelques temps sur ce sujet-là. Toujours au niveau du contexte réglementaire et du ministère du Travail, donc il faut savoir que sur le site du ministère du Travail, donc travail-emploi.gouv.fr, il y a une page en fait qui est dédiée aux nanomatériaux. Et parmi en fait les points abordés sur cette page, la réglementation en fait est traitée. Et donc le ministère du Travail indique clairement sur ce site internet que la prévention des risques liés à la mise en œuvre des nanomatériaux est soumise à la réglementation relative à la prévention du risque chimique, c'est ce que je dis précédemment, et ainsi à minima la réglementation relative à la prévention des risques et agents chimiques dangereux, donc ACD, s'applique. Et comme je l'ai dit précédemment, dès lors qu'on a affaire à un produit qui est classé CMR sous forme micrométrique, la même substance sous la forme nanométrique devra également être considérée comme CMR et donc on appliquera la réglementation associée. Au niveau en fait, du ministère du Travail, donc, il y a eu un plan santé travail 3, vous êtes peut-être informés, donc c'est une feuille de route qui a élaboré le ministère du Travail en 2016. Et donc, dans cette feuille de route qui s'est achevée l'année dernière, donc, il y a ce qu'on appelle donc, le plan santé travail 3, il était question de nanomatériaux et notamment, en fait, il y avait un axe de travail qui était la prévention des expositions aux produits chimiques, dans lequel il était question de nanomatériaux. Et notamment donc, dans l'action mieux connaître et mieux prévenir les risques émergents. Donc, il y avait pour action de réaliser une campagne de mesurage sur les nanomatériaux en vue d'identifier les filières les plus exposées, comportant un ciblage spécifique dans le secteur du bâtiment, travaux publics. Il y avait également un deuxième axe de travail donc, qui portait plutôt sur l'information des entreprises et des acteurs de la prévention. Et puis également, donc, il y avait une autre action qui est également envisagée, c'est une amélioration du cadre réglementaire, du contexte réglementaire au niveau européen pour mieux appréhender ces nanomatériaux. Donc actuellement, il y a un plan santé-travail 4 qui est en cours d'élaboration et les nanomatériaux feront également partie donc, de ce PST4. Il faut savoir que ces PST, donc plan santé-travail, sont repris au niveau régionaux et conduisent à ce qu'on appelle des plans régionaux santé-travail qui sont menés en partenariat par les directs, les ingénieurs des CARSAT, les DREAL, etc. Donc maintenant, au niveau de la réglementation, mais plutôt au niveau européen, donc, vous connaissez peut-être le règlement européen REACH qui porte sur l'enregistrement, l'autorisation, l'évaluation et la restriction des produits chimiques qui sont mis sur le marché au niveau européen. Il y a eu un grand changement qui a vu le jour au 1er janvier 2020 et donc maintenant qui impose aux entreprises qui produisent des nanomatériaux de déclarer, de préciser différents paramètres physico-chimiques qui attestent en fait que leur matériau est nanométrique et notamment ils devront préciser la distribution granulométrique en nombre, la surface spécifique ou encore la forme de ces nanomatériaux. Et ces informations, ce qui est important, elles figureront dans la fiche de sécurité donc, de ces produits. Donc ça permettra de mieux informer les personnes qui seront amenées à manipuler ces produits en entreprise. Par ailleurs, en fait, dans cette amélioration du règlement européen REACH, il y a un point sur l'analyse d'impact qui doit prendre en compte l'intégralité du cycle de vie des nanomatériaux avec leur possible transformation. Et ce, jusqu'à leur fin de vie. En fait. Donc ça, c'est des points importants puisque le règlement européen REACH, en fait, jusqu'à présent, avait quelques lacunes en termes de prise en compte des nanomatériaux et donc il a été question de l'améliorer pour mieux informer justement les entreprises qui seront amenées à utiliser ces nanomatériaux. Revenons un petit peu en France. Donc, un sujet important également, c'est la déclaration obligatoire des nanomatériaux qui a été mis en œuvre en France en 2013, en fait. Donc, on s'est rendu compte, en fait, avant que REACH ne soit amélioré, on s'est rendu compte que REACH avait des lacunes. Et c'est vrai que ça a mis quand même quelques années à ce que ce règlement européen REACH soit amélioré. Donc, entre-temps, la France a décidé, en fait, de mettre en place une déclaration obligatoire des nanomatériaux suite au Grenelle 2 de l'environnement. Donc, ainsi, toute entreprise qui produit, importe ou distribue des nanomatériaux manufacturés en France
est soumise à déclaration dès lors qu'elle importe, distribue ou produit plus de 100 grammes par an et par substance. Donc, les entreprises doivent faire cette déclaration tous les ans depuis 2013 via le site R-Nano que je vous invite, donc r-nano.fr, à consulter. Donc, vous trouverez sur ce site toute la réglementation relative donc, à cette déclaration obligatoire, sachant que donc, cette déclaration obligatoire a été mise en place par le ministère de l'Environnement et est gérée en France par l'ANSES, donc une agence sanitaire de sécurité sanitaire. Donc, je vous ai fait un petit bilan en fait, de cette déclaration obligatoire. Donc, on se rend compte environ depuis 2013 qu'il y a environ 400 000 tonnes de nanomatériaux manufacturés qui sont mises chaque année sur le marché en France. Donc, il y a environ 300 catégories de nanomatériaux qui sont déclarées, soit des composés inorganiques, des silices, des métaux, ou des composés organiques tels que le noir de carbone, j'en ai parlé tout à l'heure. Les secteurs d'activité qui déclarent les plus gros tonnages produits ou importés en France sont liés à l'industrie chimique. J'en ai parlé précédemment. C'est l'industrie principalement qui produit ces nanomatériaux, mais qui les utilise également dans les peintures, j'en ai parlé, les vernis, les cols. Et au niveau des secteurs d'utilisation de ces nanomatériaux, on retrouve le bâtiment et travaux de construction, comme on retrouve également la cosmétique ou encore l'agroalimentaire. Donc, les 5 substances à état nanoparticulaire, donc les 5 nanomatériaux manufacturés qui sont le plus mis sur le marché en France depuis plusieurs années par ordre décroissant sont le noir de carbone, la silice amorphe, le carbonate de calcium, le dioxyde de titane et l'oxyde d'aluminium. Il avait été question en fait de mettre en place une déclaration obligatoire au niveau européen. Il y a une consultation qui avait été faite. Il y a eu des lobbying, un certain lobbying. Donc, il y a finalement en fait cette déclaration obligatoire ne verra pas le jour. Par contre, il y a un observatoire sur les nanomatériaux qui a été mis en place par l'Union européenne et qui vise notamment à centraliser toutes les données qu'on peut retrouver, parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres déclarations obligatoires qui ont été mises en place dans certains pays européens, comme en Italie ou en Belgique. Donc, ce site de l'Observatoire de l'Union européenne sur les nanomatériaux, en fait, vise à centraliser en fait, toutes ces données qui sont collectées par ces déclarations obligatoires, mais pas que, en fait. C'est vraiment un site où on retrouve beaucoup d'informations sur les programmes de recherche qui sont en cours sur les risques liés aux nanomatériaux, par exemple. Au niveau du contexte réglementaire toujours, donc, il faut savoir que le dioxyde de titane a très récemment été classé par l'Union européenne cancérogène de catégorie 2 par inhalation, donc que ce soit le dioxyde de titane sous forme nanométrique ou micrométrique. Il existe également d'autres classifications, mais qui ne sont pas réglementaires, qui sont proposées par le Centre international de recherche sur le cancer, et notamment donc, le noir de carbone a fait l'objet d'une réévaluation par le CIRC en 2006, donc il a confirmé son classement qui avait été établi en 1996. Donc, le noir de carbone est classé par le CIRC cancérogène possible chez l'homme, catégorie 2B. De même pour le dioxyde de titane, donc en 2006, il a également été réévalué. Et donc, précédemment, le dioxyde de titane était classé cancérogène de catégorie 3. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas le classer quant à sa cancérogénicité. Sa classification a évolué, et notamment, elle a évolué suite aux études qui ont été menées sur la forme nanométrique de ce dioxyde de titane. Et on a pu voir chez le rat, notamment, qui pouvait causer des cancers bronchopulmonaires. Ensuite, donc, les nanotubes de carbone ont également été évalués par les chercheurs du CIRC. Donc, il y a une catégorie de nanotubes de carbone, donc les nanotubes de carbone multifeuillés Mitsui 7, qui ont été classés en catégorie 2B. Les autres n'ont pas été classés quant à leur cancérogénicité, non pas parce qu'ils n'ont pas d'effet sur la santé, mais tout simplement parce qu'on manque de données en fait, toxicologiques sur ces nanotubes de carbone. Et enfin, les fumées de soudage ont récemment également été réévaluées par le CIRC, et maintenant, les fumées de soudage, donc elles sont classées par le CIRC en cancérogènes de catégorie 1, donc agents cancérogènes avérés. Pour terminer avec le contexte réglementaire, un autre point important, ce sont les valeurs limites d'exposition professionnelle. Donc, les premiers à s'être intéressés au sujet, en fait, ce sont les chercheurs du NIOSH, donc c'est l'équivalent de l'INRS aux États-Unis, qui se sont intéressés à 2 nanomatériaux, en tout cas à 2 matériaux, notamment le dioxyde de titane et les nanotubes de carbone. Et donc, ils ont proposé dans une monographie une valeur limite d'exposition pour le dioxyde de titane nanométrique, donc ici, de 0,3 mg par mètre cube.
Et ils ont également proposé quelques années plus tard une valeur limite de 1 microgramme par mètre cube. Donc, d'autres organismes se sont intéressés également à ce sujet, tels que l'IFA, qui est l'équivalent de l'INRS en Allemagne, ou le BSI, qui est l'équivalent de l'AFNOR, donc de la normalisation en Angleterre, sont également intéressés à ces valeurs limites, à ces valeurs seuil. Et donc, eux ont plutôt proposé des valeurs par catégorie de nanomatériaux. Ils ont catégorisé les nanomatériaux. Donc, nanomatériaux fibreux, nanomatériaux cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, nanomatériaux insolubles. Et donc, ils ont proposé en fait des valeurs limites en appliquant des facteurs de sécurité aux valeurs limites existantes pour les mêmes substances sous forme micrométrique. Donc, juste en aparté, là, je vous ai mis 2 micrographies, donc 2 photographies réalisées en microscopie électronique à balayage. Donc, ici, ce sont du dioxyde de titane. Donc, vous pouvez voir que ce sont de toutes petites particules qui ont bien une taille inférieure à 100 nanomètres et qui ont tendance spontanément à former des agrégats ou des agglomérats de plus grande taille. Ici, vous avez une micrographie, donc une photographie de nanotubes de carbone. Donc, ce sont ces petits fils voilà, qui ont un diamètre inférieur à 100 nanomètres, mais qui peuvent avoir une longueur beaucoup plus importante. Et ces nanotubes de carbone forment également spontanément des structures un peu plus grossières, des pelotes comme ceci. Ça ressemble un petit peu à un plat de spaghettis chinois. Donc, pour revenir aux valeurs limites d'exposition professionnelle, à l'INRS, on s'est également intéressé à ce sujet puisqu'on est amené à faire des campagnes de mesurage dans les entreprises sur chantier pour voir ce à quoi sont exposés les salariés donc, sur site. Et donc, bien souvent, lorsqu'on faisait un rendu de ces campagnes de mesurage, on nous demandait est-ce qu'il existe des valeurs limites d'exposition professionnelle, est-ce qu'il y a un danger pour la santé, est-ce qu'il y a un risque pour la santé. Donc, on était un petit peu embêtés. Donc, on s'est également intéressé donc, au dioxyde de titane en 2016. Donc, on a procédé un petit peu comme le NIOSH. On a fait une revue de la littérature scientifique, notamment des données toxicologiques qui existaient sur le dioxyde de titane. Et on s'est rendu compte en effet que la valeur limite proposée par le NIOSH de 300 microgrammes par mètre cube ou 0,3 mg par mètre cube était tout à fait pertinente. Et on a complété en fait cette valeur limite par des moyens techniques qui permettent de la mesurer sur site. On s'est ensuite intéressé quelques années plus tard au noir de carbone. Donc, il faut savoir également que l'ANSES, qui est l'Agence de sécurité sanitaire en France, qui, elle, établit en fait les valeurs limites et qui ensuite les propose donc, au ministère. Nous, ce qu'on a souhaité faire, en fait, c'est vraiment, on a souhaité lancer la discussion. Donc, l'ANSES a rebondi un petit peu sur ce qu'on avait fait, donc a créé un groupe de travail dans lequel, en fait, l'INRS a participé. Et donc, très récemment, là, en mars 2021, l'ANSES a proposé une valeur limite d'exposition professionnelle de 0,8 microgrammes par mètre cube sur 8 heures de travail et une valeur limite court terme, donc sur 15 minutes, de 4 microgrammes par mètre cube. Donc, vous pouvez voir qu'entre la valeur proposée par l'ANSES et la valeur proposée par le NIOSH et par l'INRS, il y a quand même un gap très important. Donc, on a fait part de notre désaccord par rapport à cette valeur limite qui nous semble quand même très, très basse, qui nous semble difficilement mesurable en entreprise. Ce qui me semble également difficile, c'est de mettre en place des dispositifs de prévention qui permettent d'atteindre en fait ces limites. Et puis, il est compliqué également, en tant que préventeur, de parler de cette valeur limite, puisqu'il existe des agents cancérogènes avérés qui ont des valeurs limites qui sont beaucoup plus importantes. Donc voilà, cette proposition de l'ANSES, qui doit être encore discutée au niveau des ministères, voilà, est sujette à réflexion, à discussion. Donc, comme je l'ai dit précédemment, en fait, il y a environ 400 000 tonnes de nanomatériaux manufacturés qui sont mis sur le marché en France par environ 1500 entreprises. Je l'ai dit également, il y a de très nombreux procédés thermiques, mécaniques et des combustions qui peuvent générer des particules ultra fines. Donc, tout cela implique une population salariée potentiellement exposée en entreprises nombreuses. Or, j'en ai pas parlé parce que je n'ai pas le temps, mais les connaissances sur la toxicité de ces nanomatériaux sont globalement assez parcellaires. Les études qui ont été menées jusqu'à présent sont principalement des études qui sont in vitro, donc sur cellules. Elles sont difficilement transposables à l'homme. Et les études in vivo, donc chez l'animal, qui ont été menées jusqu'à très récemment, ont été menées via des voies d'exposition qui ne sont pas représentatives de ce à quoi est exposé un salarié en entreprise. Par ailleurs, bien souvent, les nanomatériaux dans ces études toxicologiques étaient insuffisamment caractérisés, donc c'était compliqué de comparer ces études toxicologiques. Au niveau des expositions professionnelles, il y a un manque de consensus quant aux critères qu'on doit mesurer
pour savoir ce à quoi sont exposés les salariés. Et puis les instruments, pour la plupart, qui permettent de caractériser ces expositions, tous les instruments qui sont, voilà, pour l'instant encore des instruments pour la plupart inappropriés, assez coûteux. Néanmoins, il y a de plus en plus d'instruments qui sont développés pour des utilisations plus de routine, hein, des instruments assez simples qui permettent d'avoir des données qualitatives, mais au moins qui permettent d'avoir de premières données avant d'envisager donc des campagnes plus poussées. Donc, dans ce contexte où on a encore quand même des incertitudes sur les effets sur la santé, où on a des données sur les expositions, mais il faut encore mener des campagnes en entreprise, donc anticiper, évaluer et prévenir les risques associés aux nanomatériaux constitue vraiment donc, un enjeu donc, pour la santé et la sécurité au travail. Et donc, il importe en fait donc, de mettre en place en entreprise une démarche de prévention des risques adaptée. Et vous allez voir, c'est une démarche de prévention des risques qui est assez connue des entreprises, hein, qu'on met en place pour tout agent chimique mis en œuvre sur le terrain. Donc, la première étape de la démarche de prévention, c'est le repérage des nanomatériaux, donc soit des nanomatériaux manufacturés ou des particules ultra-fines. Donc, on le sait, au niveau des nanomatériaux manufacturés, c'est la première étape, mais sans doute également la plus difficile à mener, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas d'étiquetage spécifique pour ces nanomatériaux manufacturés. Donc, bien souvent, les personnes qui utilisent ces nanomatériaux les utilisent sans même le savoir. Hein. Donc, pour identifier le caractère nanométrique d'un produit chimique, il faut se référer, j'en ai parlé tout à l'heure lorsque j'ai parlé de la définition, à sa taille, à sa distribution granulométrique, à sa surface spécifique. Et dès lors qu'on manipule un produit qui a des propriétés atypiques, un peu singulières, innovantes, de résistance mécanique, de fluorescence, il faut s'interroger, est-ce qu'on est en présence ou pas d'un nanomatériau manufacturé? Donc, où est-ce qu'on peut trouver donc, ces informations, donc ces critères, ces paramètres physico-chimiques? Donc, notamment, on va les trouver dans la fiche de données de sécurité. Donc, même si actuellement, on se rend bien compte que les FDS sont souvent incomplètes, elles devraient petit à petit, notamment avec la modification du règlement européen REACH, être de plus en plus complètes. Donc, on devrait retrouver ces informations dans la fiche de données de sécurité. Si on ne les retrouve pas, il est conseillé de consulter la fiche technique du produit qui est fournie donc, par le producteur. On contacte le fabricant, le fournisseur si on n'a pas ces données. On lui demande s'il a fait une déclaration auprès de la base Nano. On consulte ensuite l'Observatoire européen des nanomatériaux et in fine, si on n'a pas trouvé l'information via ces différentes sources, on réalise une revue de la littérature technique et scientifique. Dès lors qu'on a affaire notamment à des noirs de carbone, oxyde de fer, argent, oxyde de zinc, oxyde d'aluminium, il faut être vigilant et s'interroger, est-ce qu'on est en présence de la forme nanométrique ou micrométrique? Au niveau du repérage en fait, des procédés qui peuvent émettre des particules ultra fines, ici j'ai simplement repris la liste qui est issue de la base de données Evalutile que je vous invite à consulter. Donc c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais vous rencontrez donc de nombreux procédés dans le secteur du bâtiment qui peuvent générer donc des particules ultra fines. Ensuite, au niveau de la démarche de prévention des risques, donc une fois qu'on a repéré ces nanomatériaux, c'est agir sur les procédés et les modes opératoires. Donc, plutôt privilégier la fabrication, et dans votre cas, c'est plutôt l'utilisation de nanomatériaux sous forme non pulvérulente, puisqu'on s'est rendu compte, nous, en entreprise, que la manipulation de nanomatériaux, notamment manufacturés sous forme de poudre, était particulièrement exposant. Éliminer ou limiter certaines opérations qui sont particulièrement exposantes, et puis limiter les quantités de nanomatériaux utilisés. Ensuite, c'est isoler et mécaniser les procédés de fabrication et d'utilisation, donc travailler plutôt en vase clos pour éviter les expositions. Point suivant, c'est capter donc, les nanomatériaux à la source. Donc, dans les laboratoires de recherche, c'est notamment travailler sous des enceintes ventilées avec rejet à l'extérieur des locaux, donc travailler sous des sorbones de laboratoire ou des boîtes à gants. En atelier, donc c'est mettre en place une ventilation localisée avec rejet à l'extérieur, donc un anneau aspirant, une table aspirante, un dosseret aspirant. Sur chantier, je ne l'ai pas précisé, mais c'est également utiliser des outils qui disposent d'une aspiration donc, à la source. Ensuite, il convient, une fois qu'on a capté en fait, ces nanomatériaux aussi, de filtrer l'air avant rejet à l'extérieur pour ne pas polluer en fait. Donc, il a été montré que les filtres à air à très haute efficacité, ce qu'on appelle les filtres absolus, qu'on utilise dans le domaine en fait, de l'amiante, du désamiantage, donc de classe supérieure à H13, sont tout à fait efficaces vis-à-vis des nanomatériaux. Même s'ils sont tout petits, on s'est rendu compte que les filtres à très haute efficacité donc, permettent donc, d'arrêter ces nanomatériaux.
Donc, pour développer un petit peu au niveau de la ventilation, donc en atelier, c'est capter en fait ces nanomatériaux au plus près de la source d'émission, maintenir une bonne vitesse d'air adaptée et continue au point d'émission de ces nanomatériaux, envelopper au maximum la zone de production de ces nanomatériaux, et puis donc rejeter l'air à l'extérieur des bâtiments après filtration. Donc, le recyclage de l'air en fait est à proscrire. Et puis, en complément de la ventilation locale, donc un complément de capter ces nanomatériaux à la source, on met en place une ventilation générale pour éliminer les polluants résiduels et compenser les débits d'air sortants par des débits d'air entrants. J'ai parlé de la filtration tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit, en fait, ces nanomatériaux, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont tout à fait filtrés par les filtres à très haute efficacité parce qu'on s'est rendu compte que ces toutes petites particules, ces tout petits matériaux sont animés de ce qu'on appelle le mouvement brownien. Et ce mouvement brownien, en fait, c'est un mouvement aléatoire et désordonné qui accroît la probabilité qu'ont les tout petits matériaux d'entrer en contact avec les fibres d'un filtre et d'y adhérer. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait filtrer ces nanos et ça, c'est également ces nanomatériaux et ça, c'est également vrai également pour tout ce qui est appareil de protection respiratoire. On verra par la suite. Donc ici, vous avez également une micrographie où là, on voit les fibres qui constituent un filtre et on voit que les toutes petites particules de carbone sont arrêtées en fait, même si elles ont une taille bien inférieure au pore de ce filtre. Pour revenir à la démarche de prévention dont j'en ai parlé, donc ensuite c'est porter un équipement de protection individuelle. Donc je viens justement de parler des appareils de protection respiratoire. Donc, on porte soit un appareil de protection respiratoire filtrant, donc des filtres anti-aérosols de classe P3, et ça a été montré également qu'ils sont efficaces vis-à-vis des nanomatériaux, ou isolants en fonction de la durée et de la nature des travaux effectués. Il est également recommandé de porter une combinaison à capuche jetable de type 5, donc contre le risque chimique, et puis porter également des gants étanches et jetables. Il est recommandé également de délimiter, signaliser et restreindre l'accès de la zone de travail. Donc, on peut par exemple apposer un panneau d'avertissement comme celui-ci, qui a été élaboré par l'INRS, mais également des entreprises qui ont élaboré leur propre panneau d'avertissement qu'on peut apposer par exemple sur une poubelle à l'entrée d'un local de travail. Il convient également de nettoyer régulièrement les équipements, les outils et les surfaces de travail, donc à l'aide de linge humide ou d'un aspirateur équipé de filtres de classe H. Bien entendu, on proscrit tout ce qui est balai et soufflette, qui remettent en suspension donc, ces nanomatériaux. Et puis au niveau du traitement des déchets, donc un point à ne pas négliger, c'est qu'on collecte ces déchets au plus près de la zone de travail, on les conditionne dans des emballages fermés et étanches, on mentionne la présence de nanomatériaux donc, sur ces emballages, et puis par la suite, ils sont éliminés soit par incinération, soit par enfouissement. Donc, au niveau des appareils de protection respiratoire, j'en ai parlé un petit peu précédemment. Donc, tout dépend de la nature et de la durée des travaux. Donc, pour des travaux qui sont peu exposants, donc, il est recommandé de porter des appareils filtrants, donc munis de filtres anti-aérosols de classe 3, donc, notamment des appareils à ventilation libre pour des durées inférieures à 1 heure et des appareils à ventilation assistée pour des durées de travail supérieures à 1 heure. Et puis, dès lors qu'on a affaire à des travaux exposants, par exemple au déconditionnement de nanopoudre, et dès lors qu'il n'y a pas d'équipement de protection collective qui est mis en place, donc les opérateurs doivent porter des appareils isolants à réduction d'air comprimé, que ce soit des masques, des cagoules ou des combinaisons. Pour terminer avec la démarche de prévention, donc il convient de respecter des mesures d'hygiène strictes sur les lieux de travail, donc séparer les lieux de travail des zones de vie et organiser la circulation des personnes et des équipements, assurer le nettoyage des vêtements de travail et puis mettre à disposition des douches, des lave-mains permettant la décontamination des régions cutanées qui ont pu éventuellement être exposées. Il convient également de rédiger et diffuser des procédures d'intervention lors d'incidents ou d'accidents. Un point important également, c'est la formation et l'information des salariés exposés sur les risques et les mesures de prévention qui ont été mis en œuvre en état des connaissances. Et puis, dernier point qui est également important, c'est assurer la traçabilité des expositions des opérateurs, donc des salariés. Donc, noter ce à quoi sont exposés les salariés pour éventuellement faire un lien quelques années plus tard entre une pathologie éventuelle et une exposition à un nanomatériau. Donc, en conclusion, donc, il existe des situations d'exposition aux nanomatériaux qui sont nombreuses et variées, que ce soit aux particules ultrafines ou nanomatériaux manufacturés en milieu de travail, notamment dans le secteur du bâtiment. Donc, compte tenu des inconnus qui perdurent, je l'ai dit, il convient en fait de mettre en place des mesures pour limiter les expositions professionnelles, donc de ne pas attendre d'avoir toutes les informations pour agir.
Et donc, il convient d'instaurer des procédures de protection tout au long du cycle de vie des produits, notamment, donc, on privilégie la protection collective et la protection donc, intégrée au procédé. Donc, j'ai parlé dans ma présentation, en fait, de la prévention des risques au travail. En fait. Il faut savoir également que nous sommes tous concernés en tant que consommateurs, puisque nous utilisons des produits qui contiennent des nanomatériaux, que ce soit des peintures, des produits cosmétiques, des produits agroalimentaires. Et puis, l'environnement est également concerné en fait, par ces nanomatériaux, puisque lorsque, par exemple, vous allez vous baigner avec la crème solaire, les nanomatériaux qu'elle peut contenir vont dans l'eau et donc le milieu aquatique est exposé à ces nanomatériaux. Donc, qu'est-ce qu'il convient de suivre pour les prochaines années? Donc, tout d'abord, ce sont les résultats des études toxicologiques en fait, qui sont menées notamment à long terme par inhalation. S'intéresser également aux recommandations en termes de valeurs limites d'exposition professionnelle, notamment aux travaux qui sont menés en France par l'ANSES. Donc, continuer les travaux sur les expositions professionnelles et donc continuer les campagnes de mesure sur le terrain. Et enfin également, continuer quelques travaux à la marge sur l'efficacité des mesures de protection collective et individuelle. Donc ici, je vous ai fait une liste qui n'est pas exhaustive des documents que vous pouvez consulter sur le site de l'INRS, dans lequel il est question donc, de la prévention des risques associés aux nanomatériaux. Donc vous avez des documents qui sont très généraux, comme celui-ci, donc le document ED 6050, qui a été remis à jour début 2021, qui vous donnera un bon panorama en fait, de la prévention des risques associés aux nanomatériaux. Vous avez également des documents plus de sensibilisation, comme ce dépliant en fait, qui a été remis à jour très récemment et qui donne quelques informations en effet sur les effets sur la santé, sur la démarche de prévention. Et puis un autre document qui est assez intéressant, d'où j'ai tiré en fait le tableau que j'ai présenté sur les applications donc, des nanomatériaux dans le secteur du bâtiment. Donc c'est une aide au repérage nanomatériaux en entreprise qui a été fait avec nos collègues des CARSAT-CRAM en fait. Donc c'est le document référencé ED 6174 et donc il y a une page consacrée au secteur du bâtiment dans ce document. Vous trouverez également de l'information concernant les particules ultrafines sur notre site internet, notamment concernant les fumées de soudage et de coupage des métaux, également la fabrication additive, j'en ai parlé, et puis tout ce qui est également les émissions de moteurs thermiques. Voilà, donc j'en ai terminé pour mon intervention. Donc, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas donc, si vous avez des questions. Merci Madame Rico. Alors n'hésitez pas à inscrire vos questions dans le chat ou éventuellement prendre la parole si vous le souhaitez. On a déjà quelques questions que je vais vous énumérer. Donc notamment, il n'est pas envisagé d'interdire ces matériaux plutôt que de faire payer à tous une prévention inapplicable. C'est un point d'interrogation, c'est une question. Oui. D'interdire, non, il n'y aura pas de moratoire. Certains syndicats salariés, il y a quelques années, avaient demandé un moratoire sur les nanomatériaux. Certaines ONG demandent des moratoires. Il n'y aura sans doute pas de moratoire. Il y a eu des interdictions assez récemment, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, où, suite à des études qui ont été menées notamment en France par des chercheurs, certains organismes de recherche, le dioxyde de titane a été interdit dans les denrées alimentaires comme additif. Donc, il y a quelques interdictions ponctuelles comme ceci, mais il n'y aura pas de moratoire sur les nanomatériaux en général. La prévention, en fait, est tout à fait applicable, en fait. La prévention que j'ai décrite, en fait, dans mon diaporama, c'est une prévention qu'on met en place en entreprise pour tout agent chimique dangereux, voire pour tous les CMR. Donc, c'est une prévention qu'on connaît. Donc, voilà, c'est une démarche qui est tout à fait faisable et qui est connue des entreprises. Alors, une autre question, c'est a-t-on des données sur la dégradabilité des nanomatériaux? C'est-à-dire la dégradabilité? La façon dont ils se dégradent dans l'environnement,
combien de temps ils prennent pour se dégrader, je pense. Non, ça prend du temps en fait. Ce sont des produits chimiques, donc ça prend de très nombreuses années. Et ça ne se dégrade pas tout seul en fait. Donc ça peut prendre très 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 nombreuses années. Donc après, si vous parlez de dégradation, si par exemple, tout à l'heure, je n'ai pas abordé le terme, mais lorsque je parlais de déchets, par exemple, les déchets peuvent être en effet incinérés et on peut se demander, une fois qu'on incinère ces nanomatériaux, est-ce qu'on ne génère pas de nouveaux nanomatériaux qui vont se retrouver en fait dans l'atmosphère. A priori, par exemple, les filtres qui sont utilisés dans les centrales d'incinération sont efficaces vis-à-vis des nanomatériaux et évitent d'en relarguer. Donc voilà. Après, tous les nanomatériaux que nous consommons dans différents produits, en fait, restent des dizaines et des dizaines d'années dans l'environnement. Alors, toujours sur cette question de dégradabilité, on vous demande si on étudie les risques liés à la dégradation des matériaux mis en œuvre dans un bâtiment, donc les risques pour les usagers. Alors en effet, c'est une question qui est vraiment dans le domaine du bâtiment qui pose problème en fait, donc, qui interpelle en fait. C'est par exemple lorsqu'on sera amené à poncer ou à découper ou à démanteler des structures dans lesquelles il y aura des nanomatériaux, donc je sais pas, des peintures, des ciments, des bétons, des choses comme ça. Ça peut poser problème sur l'exposition en fait des gens en fait, ou le fait que ces produits-là se dégradent dans le temps. En fait, il peut y avoir un relargage en fait de ces nanomatériaux et donc la personne qui sera peut-être amenée à poncer ou la personne qui sera amenée à être à côté et le matériau se délitera avec le temps, sera exposée à ces nanomatériaux. Donc ça, c'est une problématique qui est importante. C'est un peu le parallèle avec les fibres d'amiante qu'on a mis dans de nombreux matériaux et que ces matériaux se délitent dans le temps. En fait, les personnes peuvent être exposées à ces fibres d'amiante. Avec les nanomatériaux, c'est le même principe en fait. Si le matériau est amené à se déliter dans le temps et qu'il contient des nanomatériaux, les personnes peuvent être exposées. Une question maintenant sur le seuil des VLE. Fixe-t-on ces seuils de VLE en fonction de notre capacité à mesurer ou bien en fonction du risque pour la santé? Alors, bien entendu, c'est en fonction du risque pour la santé. Après, il faut que ces valeurs limites soient pragmatiques, cohérentes et qu'elles soient mesurables. Parce que si vous proposez une valeur limite qui n'est pas mesurable, vous ne pouvez pas la contrôler, en fait. Donc, vous ne savez pas si vos salariés sont protégés ou pas. Donc, quelque part, les valeurs limites sont en effet basées systématiquement sur des données toxicologiques, donc sur les effets sur la santé des nanomatériaux, en l'occurrence, dans notre cas. Donc, mais néanmoins, systématiquement, en parallèle, il faut préconiser des moyens pour les mesurer en entreprise. Question sur les filtres que vous préconisiez d'utiliser en termes de prévention. Que fait-on ensuite de ces filtres qui ont été utilisés? Est-ce qu'ils sont incinérés, par exemple? Ils peuvent être incinérés, tout à fait. Donc, les filtres doivent être considérés comme des déchets contenant des nanomatériaux. Et donc, on les met dans des emballages doubles, étanches, hermétiques. On appose une étiquette. Et donc, en effet, par la suite, ils peuvent être incinérés ou enfouis. Tout dépend quelle est la filière de traitement des déchets pour laquelle vous avez opté. Donc, il faut les traiter comme des déchets de nanomatériaux, ces filtres-là. Alors, une question sur la concentration des nanomatériaux. Y a-t-il des risques de concentration de ces nanomatériaux dans la chaîne alimentaire? Oui, c'est possible, en effet, c'est possible. C'est possible, en effet, il est possible qu'on mange peut-être du poisson qui a incurgité des dioxydes de titane, puisque lorsqu'on met tous de la crème solaire et qu'on va tous à la plage l'été, cette crème solaire, elle part dans l'eau. Les poissons peuvent en effet ingurgiter ce dioxyde de titane, et si on mange ce poisson, on peut nous en manger, donc il peut y avoir accumulation, ça peut se répandre un petit peu partout. Donc, en effet. Après, pour répondre à la question aussi tout à l'heure par rapport au moratoire ou à l'interdiction, ce que je n'ai pas dit aussi au niveau des applications, c'est qu'il y a des applications qui sont intéressantes et qui ont une avancée pour l'homme avec un grand H, notamment dans le domaine médical avec des traitements anticancéreux, dans le domaine de la filtration de l'eau, dans des domaines où ça peut amener des avancées et une certaine évolution des techniques et une amélioration de notre qualité de vie, quoi. Puis après, en effet, il y a des applications qui sont
qui sont peu intéressantes, hein, notamment lorsqu'on incorpore des nanoparticules d'argent dans les chaussettes ou dans les vêtements sportifs pour éviter de les laver trop souvent. En effet, c'est complètement futile et c'est complètement inutile. Donc, il y a des applications qui sont en effet pertinentes et d'autres qui ne le sont pas. Autre question, si nous sommes tous exposés aux matériaux, comment peut-on affecter le risque à l'employeur par rapport à l'usage et ou l'exposition professionnelle? En effet, oui. Alors, il faudrait voir un petit peu, il faudrait avoir des études pour savoir un petit peu ce à quoi sont exposées la population générale, à quel taux est exposée la population générale, et puis ensuite voir un petit peu ce à quoi sont exposés les salariés en entreprise. Donc, mais en effet, c'est compliqué de faire la part des choses. Néanmoins, on s'est rendu compte quand même que les expositions les plus importantes sont en milieu de travail, puisque les personnes qui manipulent, par exemple, du dioxyde de titane, du noir de carbone ou autres, manipulent quand même des quantités qui sont très importantes. Malheureusement, souvent, ils les manipulent sous forme de poudre, donc c'est particulièrement exposant. Donc, ils sont quand même exposés à des quantités beaucoup plus importantes que vous et moi, voilà, qui utilisons des produits cosmétiques, par exemple, qui peuvent en contenir. Prochaine question sur le seuil des 4 microgrammes par mètre cube fixé par l'ANSES, donc qui n'est pas mesurable, mais est-ce qu'on aurait une notion de temps d'opération de soudage, par exemple? Alors, comme je l'ai dit, l'ANSES a préconisé 2 valeurs, donc la VLEP 8 heures et puis une valeur limite court terme, en effet, de 4 microgrammes par mètre cube. En fait. Donc là, c'est la valeur court terme, donc c'est sur 15 minutes dont vous parlez. Quand on soude, après, tout dépend des activités que font les opérateurs. Il y a des opérateurs qui peuvent souder, je ne sais pas, une demi-heure par jour, et puis d'autres qui passent leur journée à souder. Tout dépend ce qu'ils font. Il faut savoir que pour le soudage, je ne l'ai pas précisé, mais il existe en fait des valeurs limites pour le soudage en général, et il existe également des valeurs limites pour les différents composés qui peuvent être émis lors des opérations de soudage. Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin des questions. Juste un petit point que je n'ai pas précisé également, c'est que dans des réglementations sectorielles, en fait, il est imposé, notamment dans le domaine agroalimentaire et cosmétique, d'apposer sur la liste des ingrédients le fait qu'ils contiennent ou pas des nanomatériaux. Donc, il n'y a pas d'étiquetage pour les produits chimiques en général. Par contre, pour les produits cosmétiques ou agroalimentaires, si vous achetez un produit cosmétique en pharmacie ou ailleurs, ou un produit alimentaire, s'il contient nanomatériaux, ça devra être mentionné dans la liste des ingrédients. Donc, je vous invite à consulter si vous voulez vous informer en tant que consommateur. On sort un petit peu du langue professionnelle, voilà, si vous voulez vous informer, parce que j'ai l'impression que les questions portaient également sur l'aspect plus population générale. Je vous invite à consulter en fait la liste des ingrédients et si ça contient des nanomatériaux, ça devrait être indiqué dans la formulation de ces produits. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je crois qu'on peut clore cette conférence. Merci beaucoup, Madame Rico, pour votre intervention. Merci aux participants de nous avoir suivis en direct. La conférence sera disponible en replay et le lien vous sera envoyé. Donc, vous pouvez la diffuser autour de vous. Est-ce que je pourrais juste vous demander d'arrêter le partage d'écran, s'il vous plaît, Madame Rico? Je ne l'ai pas arrêté. Je vais... Alors, attendez. Je cherche. Tu l'as arrêté là ou pas? Non. Attendez, je vais... C'est bon, j'ai repris la main. Ok. Merci beaucoup. Désolée. Il n'y a pas de problème. Donc, juste un dernier mot sur Envirobat Grand Est, Arcadel QE. Donc, en tant qu'association, vous pouvez rejoindre notre réseau de professionnels en y adhérant et ainsi bénéficier des avantages réservés uniquement aux adhérents, tels que la participation à des groupes de travail, à des speed meetings. Vous avez la possibilité de faire connaître votre structure aussi et vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels sur certains de nos événements. Donc, notre réseau organise par exemple cette année, du 6 au 8 octobre, le Congrès international du bâtiment durable, qui sera un événement transfrontalier organisé avec nos partenaires belges et allemands et qui se déroulera en semi-présentiel, c'est-à-dire une possibilité de présentiel les matins à Strasbourg, Namur, puis Sarrebruck. Mais l'ensemble de l'événement sera disponible depuis chez vous. Donc, au programme de ces 3 jours,
On aura des conférences, des visites filmées, des tables rondes, des rencontres B2B et bien d'autres choses sur les thématiques de la réglementation ACV, de la rénovation et de l'adaptation au changement climatique. Donc, réservez ces dates. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'événement indiqué à l'écran. Donc, encore une fois, un grand merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Et puis, à bientôt lors de l'un de nos prochains événements. Très bonne fin d'après-midi à vous.